Bonjour. On va peut-être entendre encore 1 ou 2 minutes puisque le nombre de participants est encore assez limité par rapport au nombre d'inscrits. Donc le webinaire va démarrer d'ici quelques instants. On attend encore 1 ou 2 minutes. Je vais dire quelques mots juste pour que les participants puissent éventuellement régler des petits soucis avec le son. Je vois certaines personnes qui n'ont pas le son. Est-ce que vous m'entendez? Alors du coup, pour le son, ça arrive de temps en temps que les personnes ne puissent pas entendre. Bon, du coup, là, je viens de... ou ceux qui entendent mal, ou si vous voyez que vous avez un petit problème technique, la plupart pour résoudre les problèmes, il suffit de contrôler. Pour ceux, si vous voyez que vous avez un petit souci n'arrivez pas. Et ok, bon, c'est bon, le son est revenu, je vois. Entendu. Merci pour vos retours dans le chat. Donc, je vois que le son fonctionne. Il est 13h32 et je vous propose du coup qu'on attaque. Eh bien, merci beaucoup pour votre participation à ce webinaire organisé par Carnoto, qui a pour thème aujourd'hui trajectoire technologique pour les véhicules électriques, véhicules à batterie ou véhicules à pile à combustible. Alors, Monsieur le Duc, juste avant de commencer bien la présentation, je vais faire donc juste pour que les personnes puissent bien comprendre comment utiliser le chat et pour mettre la caméra sur le côté, histoire qu'ils puissent revoir votre présentation tout simplement dans la meilleure des. Je vous en prie, Guillaume, allez-y. Je vous en prie, Guillaume. Donc tout d'abord, bienvenue à ce webinaire et merci d'être venus aussi nombreux. Je vais vous présenter un peu comment on utilise l'interface pour que vous ayez une très bonne expérience lors de ce webinaire. Donc tout d'abord, vous pouvez accrocher la capsule caméra où vous voyez actuellement ma figure ainsi que celle de Monsieur le Duc. Vous pouvez, avec le petit symbole totalement à droite en dessous de la capsule caméra, accrocher du coup cette capsule et la mettre sur le côté au-dessus de la liste des participants. Ça vous permettra du coup de ne pas nous avoir sur les slides. Ensuite, vous pouvez écrire bien entendu des messages dans le chat. Donc il s'agit d'écrire des questions ou des commentaires. En fait, il va y avoir 2 options. Donc, les commentaires, ça va être le bouton à gauche du chat. Ça vous permettra de réagir quand on répond à votre question ou tout simplement à quelque chose que vous entendez pendant la présentation. Ou alors, vous pouvez utiliser le petit point d'interrogation qui vous permettront de poser des questions. Utiliser le point d'interrogation est très important, tout simplement parce que pour nous, il nous permet déjà de voir les questions et en plus à l'intervenant qu'elles sortent du lot et nous pourrons ainsi afficher vos questions en plein écran lorsque l'intervenant décidera d'y répondre. Je vous souhaite à tous un très bon webinaire et je laisse du coup à Monsieur le Duc la possibilité de commencer sa présentation. Monsieur le Duc qui vient de l'IFPEN. Merci bien Guillaume pour cette introduction. Et donc nous passons à la partie de l'exposé qui concerne donc la trajectoire technologique pour les véhicules électriques, véhicules à batterie ou véhicules à pile à combustible. Alors, ce webinaire est proposé par le réseau des instituts Carnot, qui sont des structures de recherche publiques qui visent à favoriser de la recherche partenariale au service de l'innovation dans les entreprises. Plus spécifiquement, aujourd'hui, ce webinaire est porté par Carnoto, qui regroupe 9 instituts Carnot qui travaillent sur la mobilité. Le réseau des instituts Carnot est présenté ici sur cette carte du territoire.
Les slides seront mis à disposition à l'issue de la présentation et donc vous pourrez retrouver ces différentes informations. Je ne vais pas m'attarder, je vous propose qu'on passe à la partie technique. Cette présentation est en 3 parties. Je vais d'abord rappeler un peu les bases, quelles sont les architectures des véhicules à batterie et des véhicules à pile à combustible à hydrogène. Et je rappellerai en guise de synthèse à l'issue de la présentation de ces architectures, quels sont les besoins en énergie pour les différents types d'utilisateurs, pour les différents types de véhicules que nous allons considérer aujourd'hui. La deuxième partie listera les enjeux pour ces 2 filières, véhicules à batterie, véhicules à pile à combustible, et tentera une comparaison entre ces 2 voies technologiques. Pour finir, une troisième partie qui donnera à la fois des perspectives d'évolution pour ces 2 filières et une conclusion. On va commencer par présenter donc l'architecture générale d'un véhicule électrique à batterie. Je me suis permis d'utiliser pour la suite de cet exposé l'acronyme anglais Battery Electric Vehicle. Donc BEV désignera les véhicules à batterie dans cet exposé. Alors le véhicule à batterie comporte notamment un voire plusieurs moteurs électriques figurés ici sur ce schéma. Un moteur électrique donc qui va être en liaison au travers d'une transmission avec l'essieu ou les essieux moteurs. Les moteurs électriques utilisés aujourd'hui sont des machines à courant alternatif, triphasé en l'occurrence, donc on est dans le domaine des courants AC. On trouvera aussi bien sûr à bord de ce véhicule à batterie une grosse batterie pour la traction. Et la batterie, elle a une borne plus et une borne moins. On est ici dans le domaine des courants continus. À bord des véhicules électriques à batterie, on va donc trouver différents composants, différents boîtiers d'électronique de puissance qui vont en permanence pouvoir permettre de passer de ce monde des courants continus côté batterie au monde des courants alternatifs côté machine, voire côté réseau électrique quand on se branche pour recharger la batterie. Donc on va trouver ici un convertisseur AC-DC. Et le chargeur est également, le chargeur embarqué en tout cas, est également lui aussi un convertisseur AC de 50 Hz délivré par ERDF en France par exemple, et la batterie donc DC. Une petite précision, parce qu'on en parlera dans la suite de cet exposé, les véhicules à batterie de plus en plus souvent autorisent aussi ce qu'on appelle la recharge rapide. La recharge rapide, aujourd'hui, c'est une recharge en courant DC, c'est-à-dire que le chargeur rapide qu'on va trouver sur les autoroutes, par exemple, dans les stations-service maintenant, va se mettre en communication directe avec le Battery Management System, avec le boîtier qui pilote la batterie. Et donc, ce chargeur DC qui est dans l'infrastructure au sol va se brancher directement sur le réseau DC du véhicule en court-circuitant, en bypassant le chargeur embarqué. Voilà pour les véhicules électriques à batterie. Pour ce qui est des véhicules électriques à pile à combustible, je vais utiliser l'acronyme FCEV, Fuel Cell Electric Vehicle. Et donc FC désigne la pile à combustible, Fuel Cell. Alors le véhicule à pile à combustible dispose de 2 sources d'énergie électrique embarquées, une pile à combustible qui va elle aussi délivrer des courants DC, et cette tension est variable en fonction de la puissance appelée sur la pile, et une batterie, elle aussi, donc on vient de le voir, qui délivre un courant DC, et cette tension DC est aussi variable en fonction de la puissance appelée à la batterie, mais aussi en fonction de son état de charge. Alors sur le véhicule à pile à combustible, la batterie est de taille bien plus faible que sur le véhicule à batterie 100% électrique, on va dire, à batterie. Ici, dans le véhicule fuel cell, la batterie va être utilisée en tampon d'énergie et le véhicule va recevoir donc de l'électricité à la fois en provenance des stacks, c'est-à-dire des cœurs de pile,
et de la batterie pour venir faire des compléments de puissance en particulier. C'est pour ça qu'on va parler plutôt ici d'une batterie utilisée en tampon d'énergie ou en réservoir de puissance. Le véhicule à pile à combustible à hydrogène va donc embarquer également un système de stockage d'hydrogène, généralement plusieurs réservoirs de forme cylindrique dans lesquels on va stocker de l'hydrogène sous forte pression. Et à nouveau, des boîtiers d'électronique de puissance. On va retrouver un convertisseur AC/DC pour pouvoir alimenter la machine électrique, le moteur électrique avec des courants triphasés alternatifs. Et on va donc trouver aussi à bord des convertisseurs DC-DC pour pouvoir amener les différentes tensions, batterie ou pile à combustible, au niveau attendu par l'onduleur final qui alimente le moteur électrique. Ce slide est un petit peu compliqué, on va prendre le temps de le détailler. Il recense les ordres de grandeur des besoins en énergie pour les différentes applications véhicules considérées ici et tente de donner des ordres de grandeur des masses auxquelles ça correspond en termes d'énergie à embarquer. Donc j'insiste bien sur le fait qu'il s'agit d'ordres de grandeur actuels, donc sans prendre en compte les innovations ou les évolutions qu'on évoquera à la fin de cet exposé. Et puis, il fallait faire une hypothèse d'autonomie visée. J'ai arbitrairement choisi des autonomies de 500 km. Alors, cette hypothèse est bien sûr discutable. 500 km d'autonomie, c'est peut-être beaucoup pour une petite citadine. C'est peut-être même beaucoup pour un bus urbain. Par contre, pour un poids lourd long routier, c'est peut-être pas assez. Et pour le train régional, c'est sans doute assez haut. Bref, c'est une hypothèse. Donc, je considère ici des énergies embarquées pour 500 km d'autonomie. Alors, si on commence par considérer les voitures, typiquement, les ordres de grandeur, ça va être de 120 à 200 Wh au kilomètre, l'énergie consommée. Bien sûr, cette énergie consommée au kilomètre, elle est extrêmement tributaire de l'usage. Par exemple, un fonctionnement en ville, un fonctionnement sur autoroute ne demande pas la même énergie au kilomètre. Les conditions météo peuvent également fortement influencer la consommation d'énergie s'il faut chauffer la cabine ou la climatiser. C'est particulièrement vrai sur les véhicules légers, c'est aussi vrai sur les bus urbains et dans les trains. Pour la voiture, si on vise donc 500 km d'autonomie, ça correspond à une énergie à embarquer de l'ordre de 60 à 100 kWh, ce qui, en termes de masse de batterie pour un véhicule qui serait un véhicule électrique à batterie, représente une batterie de l'ordre de 400 à 700 kg. En termes d'hydrogène, pour un véhicule à pile à combustible, ça correspond grosso modo à 5 kg d'hydrogène à embarquer et on le reverra dans les slides qui suivent, environ 100 kg de système réservoir. Pour se convaincre qu'on est dans les bons ordres de grandeur, on peut regarder par exemple ce que propose aujourd'hui la nouvelle génération de la Mirai de Toyota. On est sur un petit peu plus de 5 kg d'hydrogène embarqué avec donc une toute petite batterie tampon. Sur un bus urbain, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on est grosso modo sur des batteries 5 à 7 fois plus grosses. On parle cette fois de 3 à 5 tonnes. L'équivalent en termes d'hydrogène, de masse d'hydrogène à embarquer, ce serait environ 35 kg. Là encore, les ordres de grandeur, on les retrouve. Je prendrai l'exemple du Businova de Safra, le constructeur français. Son Businova hydrogène embarque 30 kg d'hydrogène et une batterie assez conséquente de 132 kWh. Sur des versions toutes électriques, le même Businova, mais en version 100% électrique, a différentes versions, mais on va trouver des batteries de 200 à 350 kWh. Le poids lourd long routier, on va tomber sur une batterie de l'ordre de 700 kWh jusqu'à 1 MWh.
typiquement, pour le Tesla Semi, pour ne prendre que cet exemple, on parle aujourd'hui, même si ça n'a pas l'air d'être complètement figé, de deux versions, une batterie 500 kWh, une batterie 800 kWh peut-être. On parle là de 4 à 7 tonnes de batterie, peut-être même un petit peu plus. Alors que dans le même temps, sur un poids lourd qui aurait cette même autonomie de l'ordre de 500 km, il faudra embarquer 50 kg d'hydrogène, ce qui représente à peu près une tonne de réservoir d'hydrogène en termes de système. Sur le train, on est à plus de 10 tonnes de batterie pour un train complètement à batterie et environ 150 kg d'hydrogène. Le Coralia E-Lint d'Alstom en embarque par exemple 180 kg. Alors si on liste les enjeux et qu'on compare les deux voies technologiques, les enjeux sont vraiment nombreux. J'ai choisi d'en citer quelques-uns. Il y a un enjeu d'autonomie des véhicules, notamment pour les véhicules lourds. Il y a aussi un enjeu concernant la durée du ravitaillement en énergie. Il y a très clairement des enjeux autour du déploiement des infrastructures de ravitaillement. Il y a des enjeux autour du vieillissement du groupe motopropulseur, de la durabilité de ce groupe motopropulseur. C'est vrai à la fois pour les batteries lithium-ion et également pour les cœurs de piles, pour les stacks, donc des piles à combustible. Ces aspects vieillissement, durabilité, impactent en particulier le coût total de possession, puisque à l'heure actuelle, on peut imaginer qu'il faudra éventuellement remplacer la batterie et sans doute plus sûrement pour les véhicules qui ont des forts kilométrages ou des longues durées de vie, les stacks de piles à combustible au cours de la vie du véhicule. Et comme on a affaire à des composants chers, bien entendu, ça a un impact sur le coût total de possession. Ça a un impact également sur le cycle de vie complet de ces véhicules, du berceau à la tombe, quand on veut analyser l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre et en particulier les émissions de CO2 associées à ces deux filières véhicules, en intégrant aussi le CO2, l'empreinte carbone associée à la production de l'électricité d'une part et de l'hydrogène d'autre part. On a aussi des questions autour des besoins en matériaux rares. Côté véhicule à batterie, on va parler du lithium. Et dans certains cas, ça dépend bien sûr de la formulation de la batterie, mais souvent, on va avoir besoin de nickel ou de cobalt. Dans les véhicules à pile à combustible, on parle surtout d'un métal précieux qui est le platine, puisque les membranes sont recouvertes d'une fine couche de catalyseur au platine pour permettre la réaction qui libère des protons et des électrons au niveau des piles à combustible. Enfin, je citerai aussi comme enjeu commun à ces deux filières les aspects sécurité. Et j'ai indiqué que les véhicules à pile à combustible étaient doublement concernés puisqu'ils ont à la fois la problématique liée à la sécurité électrique, à la sécurité liée au fait qu'on embarque des batteries et dont il faut bien maîtriser la température, en particulier lors de la recharge. Et le véhicule donc à pile à combustible est également concerné par les aspects sécurité liés à l'hydrogène et aux hautes pressions de stockage. Alors plus spécifiquement pour les véhicules à batterie, je citerai comme enjeu supplémentaire la tolérance à la recharge rapide, avec donc une bonne gestion de la thermique pendant ces recharges, hein. Même avec des très très bons rendements des électroniques de puissance qui vont intervenir lors de la recharge et un bon rendement de la batterie en elle-même, on parle quand même de plusieurs dizaines de kilowatts de chaleur à évacuer lors de ces recharges rapides, et c'est un challenge quand même. Pour les véhicules à pile à combustible,
il y a des problématiques autour du refroidissement du véhicule. Si on fait une comparaison avec les moteurs à combustion, avec les moteurs thermiques d'aujourd'hui, les piles à combustible vont avoir des meilleurs rendements. Néanmoins, le rendement est de l'ordre de 50 à 60%, ce qui fait qu'il y a quand même 40% de perte d'énergie sous forme de chaleur. Et à la différence d'un moteur thermique, dont la moitié des pertes thermiques vont être évacuées assez naturellement par l'intermédiaire des gaz d'échappement, dans une pile à combustible, il faut évacuer ces flux de chaleur au travers d'un système d'eau de refroidissement. Et donc, il faut ensuite évacuer la chaleur de cette eau de refroidissement dans des échangeurs en face avant du véhicule. Il y a encore beaucoup d'optimisation à faire de ce côté. Je citerai aussi pour les véhicules à pile à combustible l'enjeu autour de la pureté de l'hydrogène. Aujourd'hui, la norme ISO impose un taux de composés soufrés à 4 ppb maxi, ce qui est très compliqué à faire pour de l'hydrogène qui viendrait de réformage de gaz naturel en particulier, qui est moins un problème bien sûr si on parle d'hydrogène issu de l'électrolyse de l'eau. Alors, si on essaye de comparer les deux filières, on va parler d'abord d'autonomie de stockage embarqué. L'avantage du véhicule à batterie, donc sur la gauche de cette diapositive, c'est alors son inconvénient, c'est le fait qu'il va être limité en autonomie. Donc, c'est un handicap notamment pour les véhicules qui sont utilisés de manière intensive. Et pour les véhicules lourds qui consomment pas mal d'énergie. Pour ce qui concerne le ravitaillement en énergie, on peut imaginer que la solution courante la plus probable, ça sera des recharges lentes nocturnes et des compléments en charge rapide en journée, selon les besoins associés au profil de mission. Aujourd'hui, on voit des chargeurs rapides, donc DC, jusqu'à 350 kW maintenant, et sont en développement notamment pour les applications poids lourds, ce qu'on appelle les méga chargeurs, donc qui seraient capables de distribuer des puissances de plus d'1 mégawatt pour faire donc des recharges rapides en cours de journée. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est quelle sera la durabilité des batteries si on procède à des recharges rapides aussi puissantes de manière répétée. Côté des véhicules à pile à combustible, donc aujourd'hui l'énergie est stockée sous forme gazeuse à bord des véhicules. Je l'ai évoqué tout à l'heure, on est sur 5 à 7% de masse utile, c'est-à-dire que dans 100 kg de système, vous allez pouvoir stocker environ 5 kg d'hydrogène sous pression à 700 bars, là en l'occurrence. On voit ici la photo du dessous de caisse d'une Hyundai Nexo, en l'occurrence, avec 3 réservoirs stockant un peu plus de 1,5 kg d'hydrogène sous 700 bars chacun. Alors, ces formes qui sont liées à la pression, à 700 bars, ces formes cylindriques conduisent à des stockages à bord assez encombrants. L'avantage, par contre, c'est que le ravitaillement se fait en quelques minutes dans une station-service. En ce qui concerne les infrastructures, les deux filières vont être très tributaires du déploiement des infrastructures de ravitaillement. Pour les véhicules à batterie, on vient d'évoquer qu'il y aura très vraisemblablement combinaison de charges assez lentes la nuit, couplées à des charges plus rapides en journée. Donc, il faut déployer l'infrastructure, et ça a déjà commencé, à différents niveaux. Il faut permettre d'accéder à la prise au niveau des habitations individuelles. Il faut aussi pouvoir accéder à des bornes de recharge sur le domaine public ou dans les entreprises. Et donc, plus localement, à des chargeurs rapides, soit dans les entreprises ou dans les entrepôts, je pense aux bus en particulier, ou le long des autoroutes ou des axes très fréquentés.
Pour les véhicules à pile à combustible, on en a parlé, il y a donc des stations qui vont distribuer de l'hydrogène à 350 et 700 bars. J'ai pris ici l'exemple d'une station d'air liquide où on voit les deux pistolets. Il y en a un à 350 bars et l'autre à 700 bars. Et selon le type de stockage que vous avez à bord de votre véhicule, vous choisirez l'un ou l'autre de ces deux pistolets. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est pour pouvoir avoir de l'hydrogène dans ces stations, il faut aussi produire cet hydrogène à partir donc d'électrolyseurs. C'est une des techniques. Les électrolyseurs peuvent être soit de petite taille sur place dans la station, soit de plus grosse taille et ils vont être ensuite amenés à distribuer l'hydrogène vers les stations avec des camions spéciaux qui vont transporter cet hydrogène jusqu'aux stations. Un point très important, c'est l'efficacité énergétique comparée de ces deux filières. Alors, il faut avoir en tête que si on considère l'ensemble de la chaîne, donc en intégrant aussi l'énergie nécessaire à la fabrication de l'hydrogène, en l'occurrence, la filière véhicule à batterie est plus efficace d'un point de vue énergétique. En effet, on considère aujourd'hui qu'avec 1 kWh disponible sur le réseau électrique, 1 kWh distribué par le réseau électrique, on va parcourir 2 à 3 fois plus de kilomètres avec un véhicule à batterie qu'avec un véhicule à hydrogène, sachant que cette électricité, ce kilowattheure distribué par le réseau, va être déjà consommé pour pouvoir produire l'hydrogène, pour pouvoir aller le distribuer jusque dans les stations avant de l'utiliser au travers du rendement de la pile à combustible que j'ai évoqué tout à l'heure à 50-60% selon les points de fonctionnement, jusqu'à la roue du véhicule. C'est ce qui fait dire à des constructeurs que la filière hydrogène n'est pas viable à long terme. Cette illustration est d'ailleurs empruntée à une présentation faite par le patron du groupe Volkswagen. On voit aujourd'hui des constructeurs qui sont contre l'hydrogène pour la mobilité. J'ai cité Volkswagen, mais on peut aussi entendre des messages à l'encontre de la filière hydrogène de la part maintenant de Stellantis, bien que dans le même temps, ils annoncent la sortie d'un premier véhicule utilitaire à pile à combustible. Et puis, il y a des Allemands aussi, des constructeurs allemands, qui ne sont pas favorables à cette filière. Alors, à l'inverse, les constructeurs asiatiques, je pense notamment à Toyota ou à Hyundai, sont pour, et à l'inverse, ne sont pas pour les véhicules à batterie. Voilà, la messe n'est pas dite et potentiellement il y a de la place aussi pour les deux technologies. Alors, en termes d'innovation, et puis avant de conclure, donc les besoins en innovation sont très nombreux. Pour les véhicules à batterie, force est de constater que les batteries, la technologie des batteries a évolué très vite cette dernière décennie. En même temps que les performances s'amélioraient, le coût a été diminué de manière drastique. C'est lié à l'augmentation des cadences et pour les années qui viennent, on va voir aussi apparaître des gigafactories, et en particulier en Europe, qui auront certainement vont continuer à améliorer et les technologies et le coût des batteries et réduire l'empreinte carbone de ces fabrications. Ce qu'on peut entrevoir, c'est qu'à moyen terme, on peut imaginer encore presque un doublement des capacités de stockage des batteries, ce qui fait que pour les masses que j'ai annoncées tout à l'heure dans le tableau qui présentait les besoins en énergie, on pourrait imaginer stocker donc 2 fois plus d'énergie à bord dans la même masse de batterie à moyen terme. Pour ce qui est des véhicules fuel cell, alors même si la technologie ou le principe est déjà ancien, la filière elle est quand même très jeune. On s'attend à des évolutions rapides et fortes, aussi bien sur le rendement des systèmes que dans l'optimisation du dimensionnement du couple pile à combustible, batterie tampon.
Il y a des innovations attendues, notamment en termes de dimensionnement et de contrôle optimal de ce couple batterie-pile à combustible. Côté système de stockage, on s'attend également à des innovations. Je disais tout à l'heure que les réservoirs cylindriques sont encombrants. Il y a des innovations attendues en termes de forme. On s'attend à avoir des réservoirs polymorphes à terme, donc avec des formes plus tarabiscotées, on va dire, plus faciles à loger dans les véhicules. On pourrait aussi voir du stockage liquide, mais donc il sera cryogénique à moins 253 degrés, voire de l'hydrogène qui sera embarqué dans des vecteurs de type liquide, voire sous forme de pâte. Là aussi, il y aura avec l'industrialisation une baisse des coûts, et en particulier peut-être aussi associé à des baisses de la teneur en platine à isoperformance. Pour essayer de synthétiser, donc pour les véhicules à batterie, parmi les atouts, donc le bon rendement énergétique de la filière complète, la relative simplicité de l'architecture véhicule, un moteur électrique, une batterie, des boîtiers d'électronique de puissance, des infrastructures de recharge qui sont déjà en cours de déploiement. Parmi les freins, donc l'autonomie, notamment avec les capacités actuelles des batteries, ce qui est un handicap pour les usages intensifs et les applications lourdes. Excuse-moi, il est 14 heures, il faut accélérer un peu. Voilà. Oui, j'ai quasiment terminé. Pour les véhicules à pile à combustible, donc l'atout, c'est l'autonomie et la capacité à ravitailler en quelques minutes. Les freins, ça va être le déploiement d'un double réseau, à la fois la production d'hydrogène puis sa distribution. Et on est sur des véhicules architecture assez complexe, avec à la fois une intégration électrique et une intégration hydrogène à bord. Il y a des questions qui sont encore ouvertes, même si on commence à avoir des éléments de réponse. Le coût à l'achat, le coût total de possession, le cycle de vie de la filière complète, et notamment la prise en compte des émissions de gaz à effet de serre. Alors aujourd'hui, les véhicules à batterie reviennent moins cher que les véhicules à pile au combustible. Ça sera encore le cas dans les années qui viennent. Pour ce qui est des émissions de gaz à effet de serre des filières, le véhicule à batterie est aussi aujourd'hui mieux placé que le véhicule à pile à combustible, mais pas mal d'études montrent que le véhicule à pile à combustible est mieux placé que les motorisations conventionnelles quand on considère l'ensemble du cycle de vie. Alors, bien sûr, tout ça, c'est très, très tributaire des hypothèses, et en particulier de l'empreinte carbone associée à l'électricité, puisque ces deux filières en dépendent directement. Pour conclure, on peut penser qu'à terme, il y aura sans doute la coexistence de ces deux solutions technologiques, des véhicules à batterie, plutôt sur les applications légères sans doute, et des véhicules à pile à combustible, plutôt sur les applications lourdes ou d'usage intensif. Ces filières sont conditionnées au déploiement des infrastructures de ravitaillement, et elles n'ont de sens que si la production d'électricité qui les sous-tend est décarbonée. Je vous remercie de votre attention. Tu m'entends, Pierre? Oui, je vous entends. Je groupe les questions. Alors, il y a une question posée par Romain. Quelle est la différence en termes de durabilité entre une batterie LFP NMC et une PAC, par exemple? Je pense que c'est relatif au fait que tu avais dit que les PAC, il faudra les changer au milieu de vie de véhicule. Alors, le vieillissement des piles à combustible, aujourd'hui, il est encore assez difficile à évaluer parce qu'on a très peu de retours d'expérience. La couche catalytique à la membrane du cœur de pile va avoir tendance à vieillir.
On peut aussi avoir des phénomènes d'encrassement de la membrane. Ça dépendra des niveaux de filtration qu'on aura sur l'air admis, l'air dont on va extraire l'oxygène. C'est difficile de répondre à cette question, d'autant que le retour d'expérience côté batterie lithium, pour le coup, est plutôt bon et que de manière générale, on assiste en moyenne à des batteries qui durent plus que les 8 ans auxquels on pouvait s'attendre au départ. Donc, ok. Et donc, alors, ok, merci. Et dans un autre domaine, une question est posée sur qu'en est-il des moteurs à combustion interne hydrogène? alors les moteurs à combustion interne d'hydrogène, ça peut être une alternative intéressante à la pile à combustible pour des raisons de coût, pour des raisons liées à la qualité de l'hydrogène. J'ai dit que pour les piles à combustible, aujourd'hui, la norme ISO, elle demande 4 ppb de soufre, ce qui est très très bas. Un moteur à combustion, lui, brûlera l'hydrogène sans s'empoisonner, même si la teneur en soufre est largement supérieure à cette limite. On peut penser, oui, que le moteur à combustion d'hydrogène sera beaucoup plus tolérant que la pile à combustible. Donc, pour certaines applications, je pense par exemple aux engins off-road, les engins non routiers, les engins de chantier, dans les exploitations minières ou autres, ça peut être une bonne alternative, oui. Ok, merci Pierre. Et là, je vois une question de Didier Raymond. Qu'en est-il des batteries amovibles? Je pense pour les véhicules que tu as cités. Ben, les batteries amovibles, force est de constater que ça n'a pas beaucoup pris. Je pense notamment à Renault et à Better Place qui avaient pas mal communiqué il y a quelques années de cela. Aujourd'hui, les batteries amovibles, on en voit dans le secteur minier, par exemple, avec des engins qui vont faire du battery swap. Mais j'ai pas l'impression que pour les véhicules routiers, ce soit la tendance, mais je peux me tromper. C'est les principales questions que j'ai vues. Peut-être une de Paul Menard, mais je suis pas bien sûr d'avoir reprise. La question est, il y a de l'électronique embarquée sur véhicule. Est-ce qu'il y a autant d'électronique embarquée sur la station de chargement, ou est-ce que c'est partagé entre le véhicule et la station? Pour la recharge des véhicules électriques, Oui. alors ça dépend selon qu'on parle de la recharge DC ou de la recharge AC. Sur de la recharge AC, la vision qu'on peut se faire de la station de recharge, c'est plutôt une super prise électrique avec des gros fils derrière, voilà, qui vont permettre de distribuer de la puissance. Il y a de la communication. Plus on va charger avec des puissances élevées, plus il va y avoir une communication qui s'établit avec le véhicule, mais l'électronique, elle est plus côté chargeur embarqué. À l'inverse, quand on est en charge DC, le chargeur, il est côté installation fixe. Donc là, il y a plus d'électronique au sol. Ok. Bah, écoute, je crois que c'est le principal. Il y a peut-être un commentaire pour ceux qui sont encore là de Joseph Nivek qui pose la question de savoir si la production d'énergie nucléaire s'annonce incontournable. Alors, c'est une question délicate, mais en tout cas, si on déploie massivement ces deux filières, il faut que l'électricité soit décarbonée. Ça, c'est sûr. Donc, le nucléaire est une façon de produire de l'électricité décarbonée. Oui, pour compléter, vous lirez les coupures de presse dans les journaux nationaux. C'est ce que dit Pierre, c'est que aujourd'hui, si on électrifiait tout ce qui doit être potentiellement électrifié, il n'y a pas assez d'énergie électrique pour faire. Je crois que, alors il y a des commentaires sympathiques, mais je pense pour nous, Monsieur Monard qui disait qu'ils ont été contactés par, non, Monsieur Mollesberry qui ont été contactés par un fabricant de véhicules pour faire un V12 hydrogène et que les prix sont exorbitants. Et puis des remerciements. Je crois qu'on a fait à peu près le tour là. Donc, on peut peut-être clôturer. Guillaume, merci à tous. Mais puis c'est Pierre qui va faire le remerciement final et puis après Guillaume conclura la session. Pierre, je te laisse le mot de la fin.
Eh bien, merci pour votre attention. Guillaume, vous avez des choses oui, pour clôturer? Alors, juste merci à vous d'avoir participé à ce webinaire, Monsieur Descourtil, Monsieur Leduc, ainsi que tous les participants. Et n'hésitez surtout pas à suivre les pages LinkedIn du coup de nos entreprises, donc IFPEN, de Carnoto et de Hack and Match, bien entendu. Et on mettra les slides accessibles sur sur l'une de ces adresses. Voilà. Tout à fait, exactement. Il suffira de nous contacter et nous vous passerons la présentation. Donc merci à vous et puis bon après-midi. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.